avant de demander à l'enfant Bororo, avant de lui dire, je voudrais que vous partiez à l'école, avant de lui dire ça, il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'il ne part pas à l'école, pourquoi est-ce qu'on l'apprend à faire le bœuf. Parce que dans la culture de Bororo, le bœuf est un signe de pouvoir, est un signe de prestige. Quand vous avez le bœuf en ce Bororo, vous êtes un noble. Et c'est pour cela que quand on fait la politique comparée, il ne faut pas toujours limiter quelqu'un de noble parce qu'il a les grosses voitures, parce qu'il a... Non. Chez les Mboro, si vous n'avez pas de bœuf, vous êtes un homme décivilisé. Vous n'êtes pas civilisé. On ne pourrait pas vous faire confiance. Vous voyez? Cela voudrait donc dire que quand vous allez donc dans cette société-là, vous devez donc d'abord produire un rapport qui vous amène à comprendre l'importance du bœuf en pays Mboro. Comment est-ce qu'on peut valoriser le bœuf? Comment est-ce qu'on peut valoriser les terres? Dès que vous finissez donc de dire ça, vous pouvez donc maintenant lui dire, et bon, après avoir fait ça, il est aussi quand même important d'aller à l'école. Là, vous êtes sérieux. Mais n'allez pas lui dire que, comme vous ne partez pas à l'école, vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes un blagueur. Vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes un blagueur. C'est la même chose. Vous allez chez les pygmées. Quand vous arrivez chez les pygmées, si vous voulez discuter avec un pygmée, n'allez jamais rencontrer le pygmée à 16 heures. Vous n'allez pas le trouver. Vous perdez votre temps. Vous n'allez pas le trouver. Si vous voulez échanger avec le pygmée, partez même de Yaoundé, les chercher des kitoko là, c'est 2000. Avec ça, vous partez très tôt le matin. Très tôt le matin, avant qu'ils ne se rendent dans la forêt. Vous leur distribuez ça, ils seront très contents. Parce que pour un pygmée, le kitoko à ses yeux a plus de valeur que l'argent. Vous avez remarqué que pendant la période du Covid, les gens se rapprochaient beaucoup des forêts de l'Est parce que les pygmées avaient des fonctions qui leur permettaient de ne pas subir les affres de la maladie. Et vous allez vous rendre compte que l'ivresse en société pygmée, si pour vous l'ivresse est mauvaise, en société pygmée, l'ivresse est une valeur positive. Parce que quand le pygmée est ivre, il est très intelligent. Il est très intelligent. Je vous dis, quand le pygmée est ivre, il est très intelligent. Alors, si vous partez discuter avec un pygmée, vous le voyez là, il est content là, il danse. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a les fêtes au village, allez à l'est, chaque fois qu'il y a les fêtes au village, les pygmées aiment les endroits de fête. Parce qu'il arrive là, il peut avoir son kitoko, il boit, il est content toute l'année. Et là, il peut tout vous dire. Or, si vous partez avec une certaine idée ethnocentrique, vous allez dire non, mais ce monsieur n'est pas sérieux. Comment quelqu'un peut boire au point, il ne se contrôle pas? Pour lui, l'ivresse est une valeur positive. Alors, il faut donc d'abord comprendre le pygmée dans son endroit. Et c'est ça l'importance de Montesquieu. Pour mieux se connaître, il faut connaître l'autre. Et en connaissant l'autre, on peut construire des mécanismes pour justement mieux connaître sa culture. Moi, j'ai eu la chance. J'ai fait le tour de tout le Cameroun. Je connais le Cameroun au bout des doigts, jusqu'au plus profond des zones du Cameroun. Donc, quand les gens sont à Yaoundé là, ils sont à Yaoundé là, Bafoussam, les grandes agglomérations là, ils estiment qu'ils sont des bourgeois. Et lorsqu'ils arrivent, par exemple, dans des coins un peu retirés et qu'ils font face à d'autres civilisations et d'autres cultures, ils sont chauds. Ils sont chauds. Et c'est ce genre de travaux que la Banque mondiale aime. Les travaux sur les communautés marginales. Discuter avec les pygmées, discuter avec les Mboro, discuter avec les Arabes Shoah. Allez dans le logo des Charis. Vous connaissez le logo des Charis? Qui connaît le logo des Charis? Vous êtes déjà arrivé à Tali Alifa? Voilà, d'accord. Allez dans le logo des Charis. Quand vous dépassez, vous prenez la route, vous prenez le tronçon Marwa Mora, Dabanga Kousseri, Tilde, Waza, et que vous traversez les espaces désertiques où vous ne voyez pas une seule maison en route. Vous ne voyez pas une seule maison en route. Ce sont les voitures qui créent des voies dans un désert. Vous comprenez que
Vraiment, je suis au Cameroun. Vous allez dans le logo des chariots, vous allez dans le logo des chariots et vous serpentez ces voies. Vous demandez seulement à Dieu, permettez-moi d'arriver et de rentrer. Mais dans la vie, si on ne prend pas des risques, on ne peut pas être meilleur. Pour être meilleur, il faut prendre des risques. Pour être meilleur, il faut faire des sacrifices. Sinon, on va rester moyen. Et on ne pourra pas connaître un certain nombre de réalités. Le troisième rapport de Montesquieu concerne sa classification des régimes politiques. Il fut le premier à rompre avec la classification énoncée par Hérodote. Le réaménagement ainsi en profondeur. Pour Montesquieu, le principe classificatoire déterminant ne tient pas au nombre du pouvoir, mais réside dans l'opposition entre le gouvernement modéré d'une part, où la loi est partout sage, elle est partout connue, et les plus magistrats peuvent la suivre, et le despotisme d'autre part. Le gouvernement modéré se caractérise par la séparation des pouvoirs, tandis que dans le gouvernement despotique, le pouvoir passe tout entier dans les mains de celui à qui on le confie. Le gouvernement despotique est un gouvernement arbitraire où un seul sans loi et sans règle entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. Montesquieu, dans sa théorie des gouvernements, distingue la nature de chacun, ce qui fait son être et son principe, ce qui le fait agir. Il distingue trois types de gouvernement. Le gouvernement républicain, le gouvernement monarchique et le gouvernement despotique. Ça veut dire que dans le critère, il y a la séparation des pouvoirs. Parce que Montesquieu élabore la séparation des pouvoirs. Dans le critère, il y a la séparation des pouvoirs. Montesquieu distingue trois types de gouvernement. Le gouvernement républicain, qui est un gouvernement modéré, est celui où le peuple encore, ou seulement en partie du peuple, a la souveraine puissance. Il y a donc deux formes distinctes de république. La république démocratique, république à l'Antiquité, l'unité des petites cités, dont les citoyens peuvent se réunir sur une place publique. Sa nature, c'est le peuple encore, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens réunis qui exercent la puissance souveraine. La république aristocratique, au contraire, à l'image de Venise ou de Gênes, a elle comme nature le fait que la puissance souveraine appartient à un certain nombre de personnes, une partie du peuple. Donc voilà la première catégorie de Montesquieu, le gouvernement républicain. Le gouvernement républicain, qui peut être la république démocratique qui repose sur l'ensemble des citoyens, qui peut être la république aristocratique qui repose sur une minorité. Le gouvernement monarchique. Le gouvernement monarchique est celui où seul gouverne, mais pas des lois fixes et établies. Le gouvernement despotique, encore appelé la dictature. Le despote, c'est un dictateur. Le gouvernement despotique est le seul condamné formellement par Montesquieu. Ça veut dire que Montesquieu est contre le gouvernement despotique. Il a pour nature qu'un seul gouverne selon son caprice, sans loi ni règle. Montesquieu vise implicitement la monarchie absolue. Tout serait perdu si le même corps des principaux ou des nobles du peuple exerçait ces trois pouvoirs, celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. La classification des trois gouvernements, c'est-à-dire 2 plus 1, décrit ce que Montesquieu qualifie de nature de chaque gouvernement. Cependant, chaque régime est animé par une dynamique qu'on ressort qui le fait fonctionner, c'est son principe. Il faut souligner ça, c'est son principe. C'est le deuxième critère élaboré par Montesquieu, le principe. Le principe, selon Montesquieu, est ce qui fait fonctionner un régime. Qu'est-ce qui le fait agir, selon Montesquieu? Qu'est-ce qui fait agir un gouvernement républicain, un gouvernement despotique ou un gouvernement monarchique? Le principe du gouvernement républicain est la vertu. Par vertu, Montesquieu entend la vertu civique, c'est-à-dire l'amour du bien public, qui pousse les citoyens à préférer leur intérêt particulier. Voilà un débat qui peut être posé. Montesquieu nous dit, quand on est dans un gouvernement républicain, on poursuit la vertu. Les citoyens sont toujours animés par l'amour du bien public. Est-ce que c'est forcément vrai quand on sait aujourd'hui qu'il y a des questions liées au détournement des fonds publics commis par certains citoyens? Donc on peut questionner. On peut questionner les écrits de Montesquieu selon lesquels le gouvernement public c'est la vertu. Mais il nous dit le gouvernement républicain c'est la vertu. Le principe du gouvernement monarchique c'est l'honneur, c'est-à-dire l'esprit de corps.
le préjugé de chaque personne et de chaque condition. La nature de l'honneur est de demander les références et les distinctions. Quand vous voyez un monarque, on lui presse toujours un tapis rouge. Vous voyez en Grande-Bretagne le roi d'Angleterre, un gouvernement monarchique, c'est les honneurs, ce sont les avantages que le souverain, bien évidemment, puisse avoir. Et enfin, le gouvernement despotique, c'est la crainte. Le principe, c'est la crainte. On a des peuples timides, ignorants, abattus, c'est la crainte. On se rappelle quand la Corée du Nord était sortie dernière de la Coupe du Monde, je pense, 2010, en Afrique du Sud, le président nord-coréen les avait forcés à des travaux d'intérêt général. Pour dire qu'en réalité, dans un régime despotique, il n'y a pas de liberté. Dans un régime despotique, c'est la crainte. C'est la crainte. D'ailleurs, la Corée du Nord connaît ce genre de régime. Montesquieu est présenté comme l'apologiste du régime anglais qu'il considérait comme la meilleure des monarchies possibles. Le Westminster modèle n'est pas érigé en archétype du bueno gouverno, mais présenté comme le modèle de la monarchie, comme Rome, l'est de la République aristocratique, Athènes de Périclès de la démocratie, ou l'Empire perse du despotisme. Donc voilà un peu Montesquieu. Quand Montesquieu parle des gouvernements républicains, Montesquieu fait la part belle à la monarchie constitutionnelle, donc au Royaume-Uni de Grande-Bretagne, le Royaume de Grande-Bretagne qui est justement une monarchie constitutionnelle régie par la loi, où la loi est partout. Le dernier paragraphe, on peut s'en passer. Donc, quel est donc l'apport de Montesquieu? Quel est l'apport de Montesquieu? Montesquieu a trois apports. Le premier apport de Montesquieu, c'est que Montesquieu est venu introduire, est venu conforter, s'il faut le dire ainsi, Montesquieu est venu conforter l'empirisme dans l'analyse des systèmes politiques. Parce qu'on a vu qu'Aristote avait commencé à faire de l'empirisme, Montesquieu est venu conforter. Pour Montesquieu, on ne peut pas analyser les systèmes politiques si on ne fait pas l'empirisme, si on ne fait pas l'observation. C'est le premier apport de Montesquieu. Le second apport de Montesquieu, c'est que Montesquieu nous dit qu'il faut également éviter l'ethnocentrisme. Ça veut dire pour construire l'analyse des régimes politiques, il faut éviter d'être ethnocentriste, d'analyser un système politique en fonction des représentations qui sont les siennes. Et le troisième apport de Montesquieu, c'est que Montesquieu est venu séparer la morale de la classification des régimes politiques. Et comment Montesquieu a séparé la morale de la classification des régimes politiques? C'est à travers ces deux critères. Le critère de la séparation des pouvoirs et le critère du principe fonctionnel d'un régime politique. Sur la base donc de ces deux critères, Montesquieu distingue le gouvernement républicain, qui peut être la république démocratique, qui repose sur les citoyens, ou la république aristocratique, qui repose sur la minorité, le gouvernement monarchique, qui repose sur un seul, mais un gouvernement sur un seul, régi par la loi. Parce que n'oublions pas que Montesquieu est britannique. Donc il est pour la monarchie, mais pas pour la monarchie absolue. Il est pour la monarchie limitée, encore appelée la monarchie constitutionnelle. Et enfin le gouvernement despotique, qui est le gouvernement de la dictature. Je peux également poser un autre exposé ici. Il y a un autre exposé qui apparaît là, c'est l'apport de Montesquieu dans la classification des systèmes politiques. Voilà le deuxième exposé. L'apport de Montesquieu dans la classification des systèmes politiques. Le deuxième exposé aura pour chef de groupe le monsieur qui est au Sénat qui me pose beaucoup de questions là. Il est où? Voilà. Au Bassa, c'est bon. Vous serez le chef du deuxième groupe. L'apport de Montesquieu dans la classification des régimes politiques. Qu'est-ce que j'attends dans cet exposé? J'attends dans cet exposé que d'une part, le candidat doit montrer comment Montesquieu est venu se séparer des classifications antiques. Comment Montesquieu s'est-il séparé des classifications antiques?
Ça doit être l'objet de la première partie. Comment il s'est démarqué de la classification hérodienne, platonicienne et aristotélicienne. Montesquieu s'est démarqué des classifications antiques parce que les classifications antiques ont posé le débat autour du bon gouvernement, la question du bon et la question du mauvais. Alors que quand Montesquieu arrive, Montesquieu dit non, on ne saurait analyser les systèmes politiques sous les labels du bon ou bien du mauvais. C'est pour ça que Montesquieu introduit de nouvelles variables. Il est important de faire de l'empirisme. Dans la première partie, le candidat doit montrer comment Montesquieu se démarque. Ça peut être intitulé un grand œuvre, la démarcation de Montesquieu par rapport aux classifications antiques. Et tout cela à travers les critères. Et puis, j'ai énoncé les critères. Et puis, dans la seconde partie, le candidat montre Montesquieu, l'importance de Montesquieu dans la classification des systèmes politiques, au travers de ces deux critères, la séparation des pouvoirs et le principe fonctionnel. Et dans cet exposé, le candidat doit dire en conclusion que Montesquieu est aujourd'hui un auteur important de la classification des régimes politiques, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de démocratie sans la séparation des pouvoirs. Voilà donc les deux premiers groupes d'exposés. Les deux premiers groupes d'exposés viennent de répondre à un premier objectif de ce chapitre 2. Le premier objectif de ce chapitre 2, c'est 1. Comment le débat est posé dans la pensée politique grecque et comment Montesquieu vient d'y passer ses débats. Voilà les deux premiers exposés. Ça veut dire, dans le premier exposé, on va voir comment le débat est posé dans la pensée grecque. Et dans le second exposé, on va voir comment Montesquieu vient se départir de la pensée politique. S'il vous plaît, docteur. Oui. On a une question, peut-être qu'elle est liée à notre exposé, mais elle est dans le cours en même temps. Après, vous montrez que par la conception de Montesquieu, il a ce qu'il qualifie de nature pour chaque type de gouvernement et il dégage le principe qui peut être considéré comme la loi. Oui. Pour un régime comme le gouvernement républicain, il estime que sa nature c'est la vertu. Alors, si Montesquieu fait une démarcation entre ce que vous appelez la morale en politique et il met l'accent sur l'empirisme. On se souvient quand même que Aristote, dans Nicomate, pose également le principe de la vertu comme étant l'élément sur lequel les citoyens devraient se repérer afin de construire leur citoyenneté en tant que défini l'homme préalablement comme un animal politique. Alors, si Montesquieu revient à définir la nature du gouvernement républicain comme reposant sur la vertu, est-ce qu'il y a véritablement séparation de la morale et de la politique? Vous posez une bonne question, vous posez une très bonne question, ça veut dire que vous me suivez. Aristote justement, dans la classification antique, bien que Aristote, si on peut dire de façon globale, si on va sa pensée dans la globalité, bien qu'Aristote ait été le précurseur de l'empirisme, puisque j'ai fait savoir tout à l'heure qu'Aristote, en sciences politiques, est considéré comme le précurseur de l'empirisme, puisqu'Aristote a fait le terrain, il a voyagé pour classer les régimes politiques de son époque. Mais le problème d'Aristote, c'est que quand vous voyez les classifications faites par Aristote, dans les objectifs du gouvernement, il pose les questions sur les formes pures et les formes impures. Les questions de pureté et d'impurité, c'est déjà une forme de jugement de valeur. C'est toujours une forme où Aristote abonde dans le même sens que Platon sur le bien et le mal. Donc, ce qui fait que malgré ses efforts,
ses efforts à la matière empirique, Aristote, ses catégories restent teintées des considérations d'ordre éthique et moral. Et Montesquieu, justement, Montesquieu, qui abonde dans le même sens que Aristote, puisque quand Montesquieu parle de la nature des choses, la nature des choses permet à Montesquieu de dire exactement comment les choses fonctionnent et non comment elles devraient fonctionner, d'où son critère sur le principe. Montesquieu, certes donc, abonde dans le même sens qu'Aristote, mais à la différence de Montesquieu, c'est qu'en réalité, Montesquieu ne nous dit pas que la monarchie constitutionnelle est le bon régime. Donc Montesquieu a évité, dans sa catégorisation, de teinter son analyse des jugements de valeur. C'est la raison pour laquelle la démarcation fondamentale de Montesquieu par rapport aux classifications antiques, c'est lié au fait que Montesquieu a débarrassé, bien évidemment, la classification des régimes politiques d'avec la morale. Et d'ailleurs, dans cet exposé, vous devrez également faire un clin d'œil à Nicolas Machiavel, puisque quand vous voyez l'histoire des idées politiques, Nicolas Machiavel vient avant Montesquieu. Déjà bien avant Montesquieu, un auteur comme Machiavel est venu battre en brèche la pensée politique grecque dans la pensée moyenâgeuse, en montrant que, à travers son ouvrage le prince doit être pensé tel qu'il est réellement et non tel qu'il devait être. Machiavel est donc en réalité venu fonder le principe de la séparation de la politique avec la morale, principe que Montesquieu est venu enterrer. Dans les typologies classiques, deuxième type de typologie, les typologies classiques. Dans la catégorie des typologies classiques, deux types de classifications peuvent être mentionnés. D'une part, la classification fondée sur la séparation des pouvoirs, d'autre part, la classification fondée sur l'exercice de la souveraineté et la critique des typologies classiques. Grand 1, la classification fondée sur la séparation des pouvoirs. Je vais rapidement lire là où il y a les critères. On vient à la page 23. Classification fondée sur la séparation des pouvoirs. Page 23, je vais commencer à lire à partir de on peut définir. On peut définir, là où il y a le gras là. On peut définir le régime démocratique avec Philippe Brault comme un mode d'aménagement des institutions étatiques sur la base des règles constitutionnelles définissant les modalités de leur occupation, leur attribution et leur rapport. Trois questions permettent de comparer et de distinguer les régimes. Voilà donc les trois critères qui sont posés dans la classification fondée sur la séparation des pouvoirs. Qui détient les pouvoirs exécutifs et législatifs? Le pouvoir exécutif est-il monocéphale ou bicéphale? Existe-t-il des moyens d'interférence réciproque entre les pouvoirs exécutifs et législatifs en matière de nomination, de droit de dissolution et de droit de censure? Premier point, le régime parlementaire. Le régime parlementaire est étroitement lié à l'histoire politique tumultueuse de la Grande-Bretagne. Selon Philippe Brault, le régime parlementaire est comme celui où le gouvernement qui exerce le pouvoir au nom d'un chef d'État irresponsable est responsable devant une assemblée légiférante susceptible d'être dissoute. Le régime parlementaire a beaucoup varié et il peut s'agir à l'origine d'une monarchie parlementaire qui évolue en démocratie parlementaire. Sa caractéristique fondamentale est qu'il est un régime de séparation ou autonomie souple des pouvoirs en raison de l'aménagement de possibilités d'interférence entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Les régimes parlementaires partagent trois traits principaux. 1. Le Parlement. Monocaméral ou bicaméral, il est élu au suffrage universel, exerce le pouvoir législatif et budgétaire et désigne le Premier ministre. 2. L'exécutif, toujours bicéphale, est formé d'un chef d'État protocolaire, monarque ou président non élu au suffrage universel et d'un chef de gouvernement responsable devant le Parlement. 3. Des pouvoirs d'interférence réciproque existent. Le Parlement peut censurer ou renvoyer le gouvernement et le gouvernement peut dissoudre le Parlement. À cet effet, le chef du gouvernement est investi et contrôlé par le Parlement, commission question. En cas de désaccord, le gouvernement prend l'initiative de poser la question de confiance ou le Parlement celle de censure.
Comme l'a écrit Daniel Husserl, c'est de ce liage anglais que dérivent non seulement la plupart des régimes parlementaires, qu'ils soient du Commonwealth ou non, mais aussi le régime présidentiel. Voilà. Voilà donc les critères du régime parlementaire. Le régime parlementaire qui est la première catégorie de la classification, fondée sur la séparation des pouvoirs. Si on prend les trois critères que j'ai évoqués plus haut en gras, dans un régime parlementaire, qui détient le pouvoir exécutif? Qui détient le pouvoir exécutif dans un régime parlementaire? C'est le Premier ministre. Dans un régime parlementaire, l'exécutif est bicéphale, mais le président est irresponsable parce qu'il a une fonction protocolaire. L'exécutif est détenu par le Premier ministre. On revient toujours sur la première question. Qui détient le pouvoir législatif? C'est le Parlement. Le Parlement qui peut être, selon les cas, soit monocéphale, soit monocaméral, soit bicaméral. Revenons sur la deuxième question. Le pouvoir exécutif est-il monocéphale ou bicéphale dans un régime parlementaire? Il est bicéphale. Il est à deux têtes. Troisième question. Quelles sont les interférences entre le pouvoir exécutif et législatif dans un régime parlementaire? Dans un régime parlementaire, le Parlement peut contrôler l'exécutif. On vient de le voir avec les questions orales, les motions de censure et tout. Donc vous voyez donc que le régime parlementaire est un régime souple dans la séparation des pouvoirs. C'est un régime souple. Et à ce que Montesquieu appelle le système de check and balances, le pouvoir et le contre-pouvoir. Ça, c'est le régime parlementaire dont le modèle par excellence est le modèle de Westminster en Grande-Bretagne. Deuxième point, le régime présidentiel. Le régime présidentiel a été inventé par les Américains avec la Constitution de 1786 et la création de la Fédération en 1789. Selon certains analystes, il constitue une adaptation 100 ans après de la monarchie dualiste anglaise, à un moment où les Américains ne connaissaient pas bien l'évolution anglaise vers le régime parlementaire. La figure du président des États-Unis à la tête d'un exécutif puissant apparaît dans cette vision comme la républicanisation du principe monarchique. Ce régime naît de la volonté de bannir les troubles et les excès auxquels le pouvoir absolu a mené en Europe, en trouvant un équilibre dans la répartition de la souveraineté entre les différents pouvoirs. C'est la raison pour laquelle le régime présidentiel est qualifié de régime de séparation rigide des pouvoirs, avec trois caractéristiques que l'on peut synthétiser avec Philippe Roux. 1. Le Parlement monocaméral ou bicaméral exerce le pouvoir législatif et budgétaire. L'exécutif à caractère monocéphale est dirigé par un chef d'État, chef du gouvernement, élu au suffrage universel, au même titre que les membres du Parlement. Les pouvoirs exécutifs et législatifs ont peu d'influence réciproque. Le Parlement ne peut pas censurer le gouvernement et ce dernier ne peut dissoudre le Parlement. Voilà pour le régime présidentiel. Si on reprend donc toujours les questions de Philippe Brault, dans un régime présidentiel, qui détient le pouvoir exécutif? C'est le président de la République. Parce que l'exécutif dans un régime présidentiel est monocéphale. L'exécutif dans un régime, le législatif dans un régime présidentiel est monocaméral ou bicaméral. Et puis, l'influence entre les deux, entre l'exécutif et le législatif, en théorie, on parle d'une séparation rigide des pouvoirs. Ça, c'est en théorie. Mais en pratique, c'est autre chose. Puisque aux États-Unis, on peut déposer le président Donald Trump. On peut le déposer par la procédure d'impeachment. Donc en théorie, on dit que c'est rigide, mais en pratique, c'est possible. Cependant, la séparation n'est pas en fait absolue. Le président dispose du droit d'émettre un veto législatif dans des conditions particulières, tandis que le Sénat doit donner son accord sur les principales nominations, en particulier des responsables ministériels. En pratique, le président peut indirectement déposer des projets de loi, négocier les votes, communiquer par des messages avec les assemblées qui peuvent tout autant contrôler l'action de l'exécutif, bloquer le processus législatif. Ces traits généraux correspondent au régime américain, mais connaissent en pratique bien de variantes qui modifient sensiblement l'équilibre des pouvoirs.
Les règles constitutionnelles ont évolué à travers le temps, en droit et dans les pratiques, ce qui fait que jusqu'au début des années 1930, on note la domination du Congrès. Depuis lors, celui-ci est supplanté par le président. C'est vrai que quand vous observez aujourd'hui Donald Trump agit, il a allé capturer le président du Venezuela sans demander l'avis du Congrès. Or, dans les normes, il devrait demander l'avis du Congrès. C'est pour ça qu'on dit que ces dernières années, on le voit avec Trump, le président tend à supplanter l'avis du Congrès. Il n'a pas eu l'avis de son Congrès, mais il est quand même allé capturer un président dans son pays. En outre, la capacité d'influence croissante de l'exécutif au XXe siècle, qui recoupe un phénomène assez général, la croissance dans la démocratie occidentale, repose sur de multiples interventions de la fonction législative, le patronage des nominations, la pratique du veto, mais aussi par une maîtrise pratique de la politique extérieure. Toutefois, l'exécutif doit constamment négocier avec le Congrès, les groupes d'intérêt, les États fédérés, l'opinion et son propre parti. C'est vrai qu'en ce moment, aux États-Unis, on n'observe pas ça, puisque Trump ne négocie pas avec le Congrès, avec les groupes de pression. Trump peut faire ce qu'il veut, quand il veut, et lorsqu'il en a besoin. Pour beaucoup d'analystes, ce régime est considéré comme périlleux en raison de sa rigidité. Il a néanmoins inspiré de nombreux pays en Amérique latine et en Afrique dans des cadres constitutionnels pluralistes et de partis monopolitiques. Il a conduit à accorder des pouvoirs exorbitants aux chefs d'État au détriment des autres pouvoirs. Ce déséquilibre a conduit à qualifier les variantes africaines du régime présidentiel de présidentialisme. Maintenant, venons sur le régime mixte, qui est le régime de la France. Le régime mixte est connu sous l'appellation du régime semi-présidentiel, selon la formule de Maurice Duverger, ou régime semi-parlementaire. Ce régime emprunte certains de ses traits à l'heure ou l'autre des types purs. Il est lié à l'histoire de la 5e République française, née en 1958 de la volonté du général de Gaulle de rationaliser le régime parlementaire. Les traits principaux du régime mixte peuvent ainsi être énumérés à la suite de Brault. Le Parlement monocaméral ou bicaméral, élu au suffrage universel, exerce le pouvoir législatif et budgétaire et désigne le Premier ministre. L'exécutif, toujours bicéphale, est formé d'un chef d'État élu au suffrage universel et d'un chef de gouvernement issu de la majorité au Parlement, coexistence d'aspects présidentiels et parlementaires. Le président peut dissoudre le Parlement et ce dernier peut censurer le gouvernement. 4. En cas de cohabitation, le Premier ministre est le vrai détenteur du pouvoir exécutif. Dans ce cas, l'un des rares domaines dans lesquels le président garde son pouvoir est la politique étrangère, considérée comme son domaine réservé. Cette éventualité de la cohabitation est l'élément distinctif du régime politique français. Elle ne va pas sans problème de conflit de compétences, comme on l'a vu entre le président de gauche, François Mitterrand, et les premiers ministres de droite, à savoir Jacques Chirac et Édouard Balladur, entre 1986 et 1988 et 1993-1995. Il en est de même entre le président de droite Jacques Chirac et le premier ministre socialiste Lionel Jospin entre 1997 et 2008. En effet, le président peut déstabiliser les institutions, surtout dans les jeunes démocraties inspirées du régime français. L'idée de devoir cohabiter conduit parfois à des manœuvres politiques de toutes sortes en vue d'éviter une telle instabilité, comme au Togo en 1993. Les querelles politiques qu'elles entraînent peuvent être fatales comme au Niger, où le putsch militaire a mis un terme à une cohabitation conflictuelle en 1997. Voilà donc le régime français. Et vous voyez le tableau à la page 26. Le tableau à la page 26 récapitule les trois régimes. Les deux régimes purs, à savoir le régime parlementaire, le régime présidentiel et le régime mixte. On dit régime mixte pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, la France est dans un régime présidentiel. Mais lorsqu'il y a la cohabitation, la France est dans un régime parlementaire. Voilà donc le troisième exposé que je vais donner. Le troisième exposé que je vais donner portera sur régime parlementaire et régime présidentiel. Régime parlementaire et régime présidentiel. À partir de quels critères? À partir de quels critères on peut comparer le régime parlementaire et le régime présidentiel? À partir de quels critères? Les critères sont dans le cours.
Les critères sont dans le cours en gras énoncé par Philippe Brault. Vous allez seulement faire ça en gras. Quels sont les critères qui permettent donc de comparer le régime parlementaire du régime présidentiel? Le chef de ce groupe, qui peut être le chef de ce groupe, qui veut être le chef de ce groupe? Vous êtes au premier groupe. Mon ami du Barça est du deuxième groupe. Est-ce qu'il s'est proposé? Pourquoi vous-même ne vous proposez pas? Qui veut être chef de ce groupe? Ou bien vous voulez que je pratique la monarchie? Qui veut être chef de ce groupe? Régime présidentiel et régime parlementaire. Voilà, elle sera le chef du groupe régime présidentiel et régime parlementaire. Ceux qui veulent intégrer son groupe pour approcher d'elle. Régime parlementaire et régime présidentiel, c'est le troisième groupe. C'est le troisième groupe. Petit 2, classification fondée sur l'exercice de la souveraineté. Classification fondée sur l'exercice de la souveraineté. Classification fondée sur l'exercice de la souveraineté. Lorsqu'on aborde les classifications fondées sur l'exercice de la souveraineté, référence est faite à un type d'analyse qui conteste la corruption oligarchique et technocratique autoritaire ou monarchique de l'exercice du pouvoir. L'observation empirique des processus et régimes politiques va évoluer vers la condamnation de la confiscation du pouvoir dévolu au peuple par un ou quelques-uns. La démocratie postule un type de régime politique au sein duquel le peuple souverain, soit de manière directe, soit par l'entremise des représentants, est régulièrement impliqué dans la direction politique de la société. La démocratie postule également l'émergence d'un nouveau type humain capable de transcender ses particularismes pour s'inscrire dans un horizon plus vaste, celui d'un domaine public ou encore celui d'un espace public ouvert à la confrontation des valeurs et des idées. 3 catégories peuvent être dégagées pour la classification fondée sur l'exercice de la souveraineté. Ça sera un autre exposé. Parce que la classification fondée sur l'exercice de la souveraineté remonte aux travaux de Jean Baudin. Jean Baudin qui dit qu'il n'y a pas d'État sans souveraineté. Jean Baudin, dans son ouvrage Les 6 livres de la République, nous dit qu'il n'y a pas d'État sans souveraineté. Et il y a 2 formes de souveraineté. La souveraineté nationale qui appartient aux représentants du peuple et la souveraineté populaire qui appartient au peuple lui-même. C'est ça. C'est pour ça que vous voyez très souvent qu'on dit le député émane de la souveraineté nationale. Nous avons donc d'un côté la démocratie directe. La démocratie directe. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans la démocratie directe? C'est que dans la démocratie directe, le peuple est à la base du choix de ses représentants. Quand vous lirez certainement à la maison, dans le cadre de la démocratie directe, vous verrez que dans la cité athénienne, il y avait un certain nombre d'institutions qui permettaient au peuple de participer à la vie politique. L'agora, qui était considérée comme la place publique, où le démos, c'est-à-dire la population, pouvait exprimer bien évidemment ses volontés. Et vous verrez que dans cette démocratie athénienne, tout Athénien, au moins une fois dans sa vie, devait être membre des assemblées législatives. On avait la boulée, on avait la Iglesia, qui étaient les assemblées du peuple. Et le vote était à un tour. Ça veut dire que si aujourd'hui le délégué a été membre, il a peut-être un mandat d'1 an, l'autre année c'est mon ami, et ainsi de suite. Donc tout le monde en tant que citoyen, quand vous êtes un Athénien, vous avez le droit de participer directement à la vie politique. Donc, peu importe la classe sociale, chaque Athénien avait le droit d'être membre des instances délibératives. Donc quand vous lirez à la maison, vous allez vous rendre compte que dans la démocratie directe, le peuple ne se fait pas représenter. D'ailleurs, s'il y a un pays actuellement dans le monde qui pratique encore la démocratie directe, c'est les cantons suisses. Dans les cantons suisses,
il y a la pratique référendaire. La pratique référendaire qui est plusieurs fois convoquée pour permettre au peuple de s'exprimer. Et pour ceux qui vont faire cet exposé, ils doivent lire les auteurs sur la théorie politique. Les auteurs sur la théorie politique, notamment un auteur comme Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dans son ouvrage du contrat social. Jean-Jacques Rousseau. Pourquoi je vais citer Rousseau? Je vais citer Jean-Jacques Rousseau parce que Rousseau a émis la volonté générale. Parce que Rousseau est pour la démocratie directe. Ça veut dire que dans le cadre de cet exposé sur la classification fondée sur l'exercice de la souveraineté, le débat que les auditeurs doivent faire, c'est entre les auteurs sur la théorie politique. Pour Jean-Jacques Rousseau, la volonté générale qui est le peuple, Rousseau donne 3 critères à la volonté générale. Il n'y a pas ça dans le coin, ça c'est la culture générale. Rousseau dit que la volonté générale ne se représente au point. Rousseau dit que la volonté générale ne se partage au point. Rousseau dit que la volonté générale est indivisible. Donc pour Jean-Jacques Rousseau, on ne représente pas la volonté générale, on ne représente pas le peuple. Jean-Jacques Rousseau est donc pour la démocratie directe. Jean-Jacques Rousseau est donc pour la souveraineté populaire. Le peuple n'a pas besoin de représentants, le peuple doit participer directement à la vie politique de la cité. Deuxième point, la démocratie représentative, portée par un auteur comme Bernard Maneur. Bernard Maneur, dans son ouvrage Principe du gouvernement représentatif. Quand vous lirez également à la maison, vous allez lire à la maison, vous allez voir que Bernard Maneur énonce un certain nombre de principes. Ce nombre de principes liés à la démocratie représentative. Et la démocratie représentative est intéressante. Pourquoi? Elle est intéressante parce que la démocratie représentative repose donc sur les représentants. On est donc là dans ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Et pour ceux qui vont faire cet exposé, ils doivent lire les auteurs comme John Locke, ils doivent lire les auteurs comme Thomas Hobbes, ils doivent lire les auteurs comme Benjamin Constant. John Locke, Thomas Hobbes, Benjamin Constant. Pourquoi? Pourquoi je cite ces auteurs? Parce que ces auteurs sont pour la représentation. Ces auteurs sont pour la représentation. Quand vous lisez les travaux de Thomas Hobbes, pour Thomas Hobbes, le peuple doit se représenter via un léviathan qui est fort et puissant. Pour John Locke, le peuple également doit se représenter via les suzerains qui doivent diriger les terres. Et pour Benjamin Constant, le peuple doit également se représenter au travers de ses représentants. Donc, ceux qui vont faire cet exposé sur la classification fondée sur l'exercice de la souveraineté, à l'introduction de leur exposé, ils doivent nous ressortir le débat sur la théorie politique entre la souveraineté populaire et la souveraineté nationale. C'est le débat qui est posé ici. La souveraineté populaire, vos micros ne sont plus sérieux, monsieur. Ou bien les piles sont finies. Moi, je suis comme mon gars, il faut que j'arrête. J'ai beaucoup de choses à faire là. Il me reste 1 heure. Il me reste 1 heure. Voilà, donc les personnes qui vont faire cet exposé sur les classifications fondées sur l'exercice de la souveraineté,
doivent donc à l'introduction revenir sur le débat entre souveraineté populaire et souveraineté nationale, et bien évidemment revenir donc sur le débat entre les auteurs Jean-Jacques Rousseau et les autres. Jean-Jacques Rousseau et les autres. Bien évidemment, ce qui est attendu, c'est une fois de plus de montrer les critères, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on parle de démocratie directe, pourquoi est-ce qu'on parle de démocratie représentative, même si aujourd'hui la démocratie représentative a pris le pas sur la démocratie directe. Qui veut donc être le choc de ce groupe? Démocratie représentative et démocratie directe. Voilà le 4e groupe d'exposés. Je pense que c'est le 4e, non? Vous prenez tous ces groupes, non? Monsieur le délégué. Il faut noter ça. 4e groupe d'exposés, démocratie représentative et démocratie directe. Qui va être le chef de groupe? Démocratie, voilà. La dame qui porte le maillot du Paris Saint-Germain est le chef de groupe numéro 4. Démocratie représentative et démocratie directe. Nous passons rapidement à la prochaine classification, à la page C, page 32, les classifications modernes. Les classifications modernes entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques. Les classifications modernes. Les classifications modernes concernent la distinction entre régime totalitaire et régime autoritaire et la distinction entre régime autoritaire et régime démocratique. Et nous allons partir ici des travaux de Yuan Lins. Yuan Lins qui est considéré comme le chantre des dictatures. Dans l'éventail des régimes politiques, les dictatures s'opposent aux démocraties par l'absence d'une compétition politique ouverte, pluraliste et organisée à échéances régulières pour l'accès aux positions de pouvoir. On va plus bas. Dans cette perspective, on s'inspirera largement ici de la remarquable synthèse de Yuan Lins dans son ouvrage Régime totalitaire, régime autoritaire, paru à Mancolin 2006. L'auteur propose une typologie de dictature organisée autour de 3 critères particulièrement décisifs. Il faut souligner ces 3 critères. Le premier critère, c'est le caractère plus ou moins moniste du pouvoir politique. Caractère plus ou moins moniste du pouvoir politique. Moniste veut dire seul. Caractère plus ou moins moniste du pouvoir politique. 2. La mobilisation politique de la population. 3. La place de l'idéologie dans le régime. Ceux qui vont faire cet exposé entre les régimes totalitaires et les régimes autoritaires, voilà les 3 critères. Les 3 critères qui vont vous permettre de comparer les régimes totalitaires et les régimes autoritaires. À partir de ces 3 critères, Yuan Lins distingue 2 grands types de dictatures, les régimes totalitaires et les régimes autoritaires. Le totalitarisme se caractérise par le monisme politique. Un seul groupement exerce l'intégralité du pouvoir politique. Sur ce plan, l'autoritarisme tolère en revanche un pluralisme limité. Plusieurs groupements, partis politiques, hautes fonctions publiques, églises, syndicats, etc. participent avec plus ou moins d'autonomie et d'influence à l'exercice du pouvoir politique. Le totalitarisme ne peut se passer de la mobilisation politique de la population autour de ses valeurs et ses objectifs. À l'inverse, dans la plupart des cas, les régimes autoritaires encouragent la dépolitisation et se satisfont de la partie de la population. Ces différences s'inscrivent dans un rapport très différent à l'idéologie, alors que les mouvements totalitaires exigent des individus qui se convertissent à leur idéologie et en respectant les préceptes.
Selon Hannah Arendt, dans son ouvrage Les origines du totalitarisme, dont j'ai donné les éléments là, Paris c'est 1972, la terreur est l'essence même du phénomène totalitaire. Un système totalitaire fonctionne sur la base de la terreur. Par contre, la définition du phénomène totalitaire proposée par Johan Lenz offre la possibilité de penser le totalitarisme sans terreur, car ce qui compte au moins autant que la terreur, ce sont les mécanismes de contrôle social et politique. Plusieurs types de totalitarisme ont été élaborés de manière à identifier les régimes. L'une des plus célèbres est celle de Karl Fritz et Brzezinski, Totalitarianism, Dictatorship and Autocracy, publié à Cambridge University 1956. Selon ces auteurs, les régimes totalitaires combinent 6 caractéristiques qui fondent leur singularité. 1. Une idéologie officielle à laquelle tous les membres de la société ont vocation à adhérer. 2. Un parti unique de masse, strictement hiérarchisé et dirigé par un seul homme. 3. Un système de terreur mis en œuvre par les organes du mouvement totalitaire. 4. Le monopole absolu des moyens de communication. 5. Le monopole absolu des moyens de combat. 6. Une économie contrôlée par l'État. Dans la réalité, il faut que l'ensemble de ces critères soit satisfait pour qu'un système puisse relever de la catégorie du totalitarisme. Exemple, on peut citer le KGB dans l'ex-URSS ou encore les services secrets en France, les organes paramilitaires, etc. Voilà donc ce qu'on peut dire grosso modo sur le régime totalitaire. Dans un régime totalitaire, il n'y a pas de contrôle de la population. Il n'y a pas une participation de la population. Il y a un contrôle qui est effectué par l'État. Ça veut dire que dans le régime totalitaire, il n'y a pas une liberté politique. Une liberté politique dans un régime totalitaire. Le régime totalitaire fonctionne sous le principe de surveillance, de contrôle et de répression. Vous voyez que les auteurs que j'ai évoqués là, c'est l'idéologie de l'État. Si, par exemple, on prend un pays comme la Chine, la Corée du Nord, c'est l'idéologie de l'État qui est véhiculée. La population doit adhérer à l'idéologie de l'État sous peine de restriction. Ceux qui vont faire cet exposé doivent également lire les travaux de Michel Foucault, Surveiller et punir. Parce que le régime totalitaire fonctionne souvent selon les mécanismes de surveillance et de punition. Si vous ne faites pas ce que l'État demande, on vous punit. C'est ça un régime totalitaire. Il n'y a pas d'autres mesures. Maintenant, le régime autoritaire. Le régime autoritaire, quand vous allez lire à la maison, vous verrez Guy Aimé a conceptualisé le régime autoritaire. Dans un régime autoritaire, c'est un régime où il y a des élections, comme nous le disions, il y a une concurrence électorale, mais la concurrence électorale est diluée par la persuasion et la cooptation. C'est-à-dire que dans un régime autoritaire, les élections sont noyées dans des mécanismes de persuasion et de cooptation. Ça veut dire que le régime autoritaire, c'est un régime, à la différence du régime totalitaire, le régime autoritaire est un régime qui admet le pluralisme, mais c'est un pluralisme politique limité. Et puis, vous verrez bien les catégories des régimes autoritaires, on va quand même un peu les évoquer ici, les catégories des régimes autoritaires. Dans la catégorie des régimes autoritaires, page 34, dans la catégorie des régimes autoritaires traditionnels, Johan Lenz distingue les régimes sultaniques. Ces derniers sont définis comme des régimes qui se fondent sur un gouvernement personnel où la loyauté à l'égard du dirigeant suprême ne s'est basée ni sur la tradition, ni sur une idéologie, ni sur une mission historique particulière ou encore un charisme, mais sur un mélange de peur et de gratification offerte aux collaborateurs. Les régimes sultaniques s'appuient principalement sur la force, voire la terreur. C'est le cas du régime Idi Amin Dada en Ouganda, ou encore le régime de Bokassa, en NCA, ou encore le régime de Mobutu en RDC. Quand vous voyez ces régimes, vous allez vous rendre compte que c'est des régimes où on allie à la fois la force et la terreur. Deuxième type est celui des oligarchies clientèles fondées sur l'autorité despotique d'un homme.
accepté en vertu des relations d'échange légaux entre l'État qu'il possède et ses clients, soutenu par des familles et d'abord la sienne, en échange des bénéfices divers qui sont autant d'intermédiaires avec le monde, ce cas correspond aux codios d'Amérique latine au XIXe siècle comme au XXe siècle. Ce système de patronage et de clientélisme a souvent recours à l'artifice électoral, les élections truquées, les représentations favorisées pour empêcher toute contestation démocratique. C'est bon nombre de régimes politiques africains qu'on peut qualifier des oligarchies clientélistes. Et enfin, la troisième catégorie renvoie au régime bonapartiste. Les régimes bonapartistes qu'on pourra assimiler sur Max Weber à l'idée de démocratie plébiscitaire, où quelqu'un gagne les élections avec 80-90%, fondée à l'image du Second Empire en France sur son exécutif fort. Elle repose sur un consensus populaire fondé sur l'adhésion du chef. Libéré des contraintes parlementaires et représentatives, l'État pensé comme arbitre au-dessus des groupes sociaux joue un rôle de modernisation. Populisme, il revêt une dimension sociale qu'on retrouve par exemple dans la politique de Napoléon III. Et on a vu les régimes bonapartistes. On a un peu vu les régimes bonapartistes en Afrique, notamment la Tunisie de Habib Bourguiba, la Turquie de Mustafa Kemal. On peut également citer l'Égypte de Hosni Moubarak, et même également la Tunisie de Zine El Abidine Ben Ali, ou encore le Zimbabwe de Robert Mugabe. On a également les régimes populistes. Les régimes populistes, ils se distinguent des régimes bonapartistes. La différence réside dans le degré d'exaltation du principe populaire dans les contextes différents. Ici, on mobilise de temps en temps le peuple. On peut citer ici le Venezuela de Hugo Chavez, l'Argentine du général Perón, le Brésil de Vargas, qui était surnommé le père des pauvres, et l'Égypte de Nasser. Voilà donc un exposé sur, je pense, le 5e. Régime autoritaire et régime totalitaire. Régime autoritaire et régime totalitaire, qui sont les deux catégories de dictature. Le régime totalitaire qui est fondé sur le contrôle total de la population, contrôle et répression, et un régime qui est fondé sur l'absence de liberté, un régime autoritaire qui repose sur un pluralisme politique limité, mais avec des mécanismes de persuasion, les mécanismes de contrainte de la population. Qui peut donc être le choc de ce groupe? L'autoritarisme et le totalitarisme. Tout est dans le cours. Maintenant, c'est à vous de construire les critères. Tout est dans le cours. Qui va être le choc de ce groupe? Voilà. Vous allez donc voir la dame. Pour ceux qui veulent être dans le groupe 5, régime totalitaire et régime autoritaire. Régime totalitaire et régime autoritaire. Ensuite, nous avons l'autre classification qui sera la dernière avant qu'on se sépare. C'est les régimes autoritaires et les démocraties. Les régimes autoritaires et les démocraties. Les régimes autoritaires et les démocraties. Les régimes autoritaires, comme on vient de le voir, vous voyez que la première phrase, les régimes autoritaires refusent le jeu démocratique. C'est-à-dire les élections ne sont pas toujours libres. La compétition électorale n'est pas toujours libre. Et on contrôle la vie politique dans ses diverses expressions. Là, on est dans le régime autoritaire. Vous allez continuer la lecture à la maison ou avec des amis. Voilà l'idée du régime autoritaire. Le pluralisme est limité. Le pluralisme politique est limité. Il y a une limitation du pluralisme politique. A contrario, dans les démocraties, la démocratie repose sur deux critères. Et j'ai mis ça en gras pour que ceux qui vont faire cet exposé regardent. Deux critères permettent de distinguer les régimes autoritaires et les régimes démocratiques. Le premier critère, c'est la source du pouvoir. Le deuxième critère, c'est le degré de consensus imposé au gouvernement. Ça veut dire que pour ceux qui vont faire cet exposé, voilà les deux critères qui vous permettent de comparer régime autoritaire et régime démocratique. Sur la source du pouvoir, dans un régime autoritaire, la source du pouvoir, le pouvoir repose sur quoi dans un régime autoritaire? Dans un régime autoritaire, le pouvoir
repose sur les arrangements. Les arrangements. C'est pour cela que plus on parlait, il y a des régimes autoritaires qui sont des régimes clientélistes, des régimes affairistes. Il y a des régimes autoritaires qui sont des régimes reposant sur le populisme, où le leader s'amuse avec la population. Il y a des régimes autoritaires qui reposent sur la confiscation des biens de l'État. Donc, dans un régime autoritaire, la source du pouvoir est essentiellement rentière. Or, dans un régime démocratique, le pouvoir appartient au peuple. Quand vous lisez Abraham Lincoln qui dit que la démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc, dans la démocratie, la source du pouvoir, c'est le peuple. Deuxième critère, le degré de consensus imposé au gouvernant. C'est le deuxième critère. Dans un régime autoritaire, il n'y a pas de consensus. Dans le régime autoritaire, c'est l'imposition. Le chef impose. Il organise ses élections, il gagne. Il marque la contestation. Les élections sont plébiscitaires. Le pluralisme est limité. Donc, on n'a pas de consensus, mais on a plutôt la dynamique de l'imposition. Or, dans la démocratie, on a le consensus. Consensus entre le peuple et les dirigeants. Et à ce niveau, vous pouvez évoquer les théoriciens du contrat social. Des auteurs comme Jean-Jacques Rousseau, des auteurs comme John Locke, pour montrer que dans une démocratie, le consensus s'opère entre le peuple et les dirigeants. Et un contrat social qui permet qu'en démocratie, il y ait un consensus. Donc voilà les deux idées qui doivent permettre aux collègues, à vos collègues qui vont faire cet exposé, de pouvoir s'en inspirer. Qui voudrait être le chef de ce groupe, le sixième groupe, et le dernier. Le sixième groupe et le dernier sur la comparaison entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques. Les régimes autoritaires et les régimes démocratiques. Qui va être le chef de ce groupe?